Les feuillets que vous voyez à l'écran apparaissent à un manuscrit du Coran. Il a été découvert avec plusieurs centaines d'autres volumes, dans la mosquée de Amr à Fustat, dans le Vieux-Caire actuel. Le manuscrit, comme la plupart des matériaux de ce type, est endommagé et incomplet. Le début et la fin sont manquants. Dommage, car c'est là qu'on y aurait peut-être trouvé la date de copie, l'indication d'un lieu ou encore le nom du copiste. Nous n'avons donc aucune information directe sur l'origine de cette copie, si ce n'est l'endroit où elle a été découverte au XVIIIe siècle. Mais comme vous vous en doutez, en XIII ou XIVe siècle, les manuscrits ont eu le temps de voyager. Laissons de côté pour l'instant la géographie, car d'autres questions se bousculent. Dans quelles conditions ce manuscrit a-t-il été copié ? Est-ce le travail d'un individu isolé, copiant son propre exemplaire pour un usage personnel ? Ou est-ce un volume public, copié par un professionnel ? Ce dernier travaillait-il de mémoire ou avait-il devant lui un exemplaire modèle ? Doit-il le recopier fidèlement, sans ajout ni modification ? Ou au contraire, est-il libre de le corriger, d'ajouter des points diacritiques ? En somme, on s'interroge sur les modalités de la transmission écrite du Coran. Pour essayer de répondre à ces questions, il faudrait que nous ayons entre les mains le modèle et la copie, ou du moins deux manuscrits dont les liens seraient attestés de façon certaine. Or, de telles relations n'avaient jamais jusqu'à présent été identifiées dans les manuscrits. Nous n'avions jamais rencontré, ou du moins jamais été capables de reconnaître un même copiste qui aurait contribué à plusieurs exemplaires. En fin de compte, ces manuscrits, bien que ressemblants, peuvent appartenir à des moments, à des lieux et à des cercles ou à des cercles de copies différents. Je vais donc vous parler de milieux de copie et même d'ateliers en vous présentant une recherche que j'ai menée récemment, en partie à la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg. Cette collection, je le rappelle, avait été constituée par Jean-Joseph Marcel au cours de l'expédition d'Égypte. Elle vient du même dépôt de manuscrits, celui de la mosquée de Amr, que la collection Asselin de Cherville, qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France. Ce dépôt sera encore visité par bien d'autres collectionneurs et marchands d'antiquités. Au cours de ma mission donc à Saint-Pétersbourg, j'ai pu observer un fragment jusqu'à présent inédit. Il s'agit du Marcel 21. Le Marcel 21 comporte des folios horizontaux d'un format équivalent à l'inoctavo qui appartiennent à deux manuscrits différents. Le premier, celui qui est en haut, était déjà connu puisque deux folios se trouvent à Paris. Le second, par contre, en bas, est attesté uniquement à Saint-Pétersbourg. Et c'est à ce dernier que je vais m'intéresser. Le Marcel 21-2, donc, se compose aujourd'hui de deux bifeuillets, c'est-à-dire 4 feuillets. Le texte est consécutif, ce qui signifie que ces deux bifeuillets se superposaient et étaient tenus ensemble dans un cahier dont les autres bifeuillets, 2 ou 3 si l'on en croit les habitudes, ont été perdus. D'emblée, son style très particulier m'a évoqué celui d'une autre copie provenant du même dépôt, que je nommerai Codex Amrensis 8, et dont on conserve 43 feuillets dispersés dans différentes collections. 12 de ces feuillets sont à Saint-Pétersbourg, et j'ai eu la chance de pouvoir consulter simultanément les deux copies qui, en prime, conservent le même passage coranique. Signalons ici qu'il existe d'autres manuscrits copiés dans une écriture relativement similaire. 2 sont assez proches du Codex Amrensis 8 et se trouvaient également en Égypte au XIXe siècle. Par contre, nous n'avons pas d'informations plus précises sur la provenance de ces manuscrits. Voici le premier qui se trouve essentiellement à Dublin et le second qui se trouve partiellement à Berlin et majoritairement au Caire. Mais cette production n'est pas attestée uniquement en Égypte. D'autres fragments de petite dimension, dont la mise en page est très proche du Marcel 21-2, ont été découverts dans la mosquée des Omeyyades à Damas. Mais les parallèles avec ces documents ne feront pas l'objet de ma présente communication. Revenons donc à nos deux manuscrits et à leur écriture.
Ils sont copiés dans une graphie archaïque qui n'a pas trouvé sa place dans la classification de François Desroches. Elle ne figure pas dans le groupe Hijazi, puisqu'elle ne correspond pas tout à fait à la définition de cette écriture telle qu'Ibn al-Nadim nous l'a décrit au Xe siècle. Dans ce texte, le Hijazi, ou plutôt les écritures mécoises et médinoises, qualifiées d'écritures les plus anciennes, y sont caractérisées notamment par l'inclinaison des hastes verticales. Ici, et surtout pour le Codex Amrensis VIII, l'inclinaison de l'alif et du lam est extrêmement faible, voire inexistante. Et pourtant, cette écriture a un point commun avec les autres graphies coraniques identifiées comme Hijazi. Ce point commun, c'est la ressemblance avec la graphie des papyrus du 1er et 2e siècle de l'Hégire. On remarquera en particulier le traitement du noun final de Ibn, des formes finales du ya, voire de celles du ayn final, terminées par une queue relativement droite. Cette ressemblance nous invite à situer ces écritures coraniques entre le dernier quart du 1er et le début du 2e siècle de l'Hégire. Une datation ancienne confortée par les résultats d'une analyse au carbone 14 de l'un des autres manuscrits assez similaires que je mentionnais tout à l'heure. Je préfère toutefois m'en tenir à une datation postérieure aux résultats du carbone 14. Continuons l'analyse des écritures pour savoir si ces deux manuscrits ont bel et bien été copiés par le même copiste. Évidemment, on ne peut pas s'attendre à une typologie exactement identique. D'abord parce que le module du Codex Amrensis VIII est plus grand, et ensuite parce que bien d'autres paramètres, comme le laps de temps écoulé entre les deux copies, ou tout simplement l'état de fatigue du copiste, ont pu entrer en jeu. En plus, nous n'avons que 4 feuillets du Marcel 21, donc difficile de suivre les aléas de l'écriture au fil de la copie. Et pourtant, la comparaison des formes de lettres est assez significative, en particulier lorsque l'on se concentre sur les défauts du copiste, les accidents de la main qui vont nous permettre justement de l'individualiser. La formation d'un coude très marqué dans la terminaison du qaf, la barre verticale trop allongée du ha initial, ou encore la liaison entre le mim et l'alif de Bismillah. Quant aux différences manifestes, il y en a, on notera en particulier le traitement du ya final ou isolé, qui est plutôt ouvert dans le Codex Amrensis VIII et rétroflexe dans le Marcel 21. Mais l'inverse se produit également. En tout cas, la forme du ya ouverte ou rétroflexe ne semble pas significative. D'après mon analyse, donc, il s'agit du même copiste. Voyons maintenant ce que cette information peut nous apporter sur les pratiques du Coran. Intéressons-nous d'abord au format de ces manuscrits. Le Codex Amrensis VIII est un grand manuscrit vertical, équivalent à l'in-quarto. Il s'agit donc d'une copie plutôt coûteuse, bien que le parchemin soit d'une qualité assez médiocre, assez proche, somme toute, de celle du Codex Parisino-Petropolitanus. Les feuillets de Marcel 21 sont oblongs et horizontaux et mesurent environ 17 cm par à peu près 29 de large. Ils correspondent en fait à exactement la moitié du Codex Amrensis VIII. Le calcul approximatif du volume complet et de la quantité de parchemin nécessaire montre qu'il y a eu une réelle économie entre les deux. Environ 20 mètres carrés de parchemin étaient nécessaires pour copier le Codex Amrensis VIII, contre 12,7 pour le petit format oblong. Nous avons ici, je crois, deux choses très importantes. D'abord, la preuve de la coexistence du format vertical et du format oblong à une date relativement haute. Ensuite, l'évidence qu'un petit format oblong pouvait être produit dans le même contexte de copie que le grand vertical. Il y a donc, et qu'il y a un réel enjeu économique derrière. Mais est-ce la seule motivation ? Nous allons le voir en regardant un petit peu plus le texte. Le squelette consonantique est exactement identique sur les deux copies. De manière générale, l'orthographe reflète une strate ancienne où la notation de l'alif
notation des voyelles longues, en particulier l'alif, n'est pas encore normalisée. L'alif est en effet absent du verbe qala, au singulier comme au pluriel, une habitude qui est bien connue des autres manuscrits, comme celui de la British Library. Par contre, nos deux manuscrits vont préférer la graphie défective pour Kehnet, que l'on rencontre ailleurs presque systématiquement avec l'alif. Le terme shay peut être orthographié de deux façons. Il comporte un alif ou non. Le choix entre l'une ou l'autre est en tout cas le même dans nos deux manuscrits, mais il ne concorde pas toujours avec d'autres fragments. Peut-être plus significative est la présence presque systématique de l'alif dans le terme ayat, alors que cette pratique finalement n'apparaît pas dans les autres manuscrits, du moins à une époque aussi ancienne. Le traitement de la hamza, de l'attaque vocalique, qui disparaît dans nos deux manuscrits, est aussi particulier à nos manuscrits. Enfin, autre particularité orthographique, la disparition de l'alif dans l'article al lorsqu'il est précédé de la particule bi, un phénomène que l'on retrouve dans quelques autres manuscrits également datables du début du 8e siècle. Au niveau des diacritiques, même ressemblance. Les points sont assez nombreux et ils apparaissent aux mêmes endroits. Parmi les règles, le qaf est ponctué par un point au-dessus, le ya n'est jamais ponctué, et le shin peut avoir 3, 4, voire 5 points. Mais le Marcel 21 a une spécificité par rapport au Codex Amrensis 8. Il ajoute un certain nombre de diacritiques sur les préfixes verbaux de l'inaccompli, autrement dit pour marquer le sujet du verbe. Ce qui signifie qu'il s'engage un peu plus loin dans la lecture, alors que le Codex Amrensis 8 restait finalement très neutre. C'est peut-être là un indice qui permet de supposer que Marcel 21 a été copié d'après le Codex Amrensis 8 et non l'inverse. Mais peut-être également qu'il était destiné à un autre type d'usage. En effet, Marcel 21.2 ne semble pas avoir circulé entre les mêmes mains que le Codex Amrensis 8. À la différence de ce dernier, qui jouissait peut-être d'un statut particulier, Marcel 21.2 a été amplement corrigé. La séparation des versets nous éclaire un peu plus sur les milieux dans lesquels ces deux manuscrits ont pu circuler. Le découpage en versets est identique dans les deux copies, à l'exception du début de la sourate 30, où le Codex Amrensis place une séparation après les lettres mystérieuses Alif, Lam, Mim. Les groupes de 10, probablement ajoutés après, s'accordent en majorité avec le système qui sera adopté plus tard au Hijaz, sauf à une exception où le Codex Amrensis 8 préfère un décompte retenu par les écoles de Basra et Damas. À part ce cas, on peut supposer que les deux manuscrits ont circulé dans un milieu appartenant à la même tradition de lecture. Pour conclure, le Codex Amrensis 8 et le Marcel 21 ont certainement été copiés par le même copiste, et je dirais même que le premier a servi de modèle au second, qui le reproduit très fidèlement, à l'exception de quelques rares points diacritiques ajoutés pour préciser la lecture. Nous sommes en présence d'un copiste professionnel, et peut-être a-t-il copié d'autres copies. L'étude des autres manuscrits que j'ai mentionnés permettra de le déterminer. Les ressemblances entre ces copies sont effectivement frappantes à première vue, tant au niveau du style d'écriture que des ornements. Quant au texte, j'ai pu comparer le même passage coranique étudié plus haut et constater que les divergences étaient plus nombreuses. S'il s'agit du même copiste, il avait peut-être un autre modèle à sa disposition, un modèle plus conforme aux règles orthographiques qui vont s'imposer dans la transmission. Un mot pour terminer sur les problèmes de provenance. Le Codex Amrensis 8 et le Marcel 21 ont été découverts dans la Guéniza, dans la bibliothèque de la mosquée de Raml. Il n'est pas impossible que le modèle et sa copie aient tous deux fait partie d'un ensemble de manuscrits venus d'ailleurs et ramenés à la mosquée à une date ultérieure. Cependant, si nous nous en tenons pour l'instant à la géographie archéologique de cet atelier potentiel,
qu'est-ce que nous avons? Nous avons les trois grands exemplaires qui se trouvaient en Égypte, au Caire probablement. Peut-être se trouvaient-ils même les trois dans la mosquée de Raml. Quant au petit format qui pourrait leur être comparé, ils sont attestés sur une zone plus étendue. Peut-être avons-nous là l'indice de l'existence d'un atelier de copie du Coran à Fustat à la fin du 7e siècle, un atelier qui aurait diffusé des copies à large échelle. L'étude des petits formats pourra certainement nous en dire plus dans cette enquête. Je vous remercie.